J'ai un rituel oraculaire qui remonte à l'antique Égypte et que Cagliostro possédait également et qu'il utilisait. C'était pas seulement un maçon, c'était aussi un occultiste, il ne faut pas l'oublier. Cagliostro a transmis la lumière, a organisé le rite de Mizraïm, qui ne s'appelait pas Mizraïm à l'époque, dans un milieu de sociniens, c'est-à-dire de protestants antitrinitaires, et qui se trouvait à Venise. Il était à 30, pas loin de là à l'époque, il est venu. Il leur a transmis l'initiation maçonnique suivant les usages assez libéraux du temps. Et ceux-ci n'ont pas suivi Cagliostro dans sa maçonnerie égyptienne, qui leur paraissait beaucoup trop imprégnée de piété, de formes religieuses. Et ils ont adopté à la place de maçonnerie égyptienne Mizraïm, qui veut dire les Égyptiens. Et en somme, Cagliostro n'a pas d'autre rôle dans Mizraïm que d'avoir transmis la lumière et les grades bleus et les hauts grades. Pourrais-tu demander de nous parler de Memphis Misraïm? C'est vrai que j'ai un collègue à moi qui a découvert certaines choses pas très jolies au niveau de la secte de Memphis Misraïm, mais qui est basée sur Marseille. De toute façon, il m'a menacé. Il m'a menacé en disant qu'il m'a mis son dossier de franc-maçon sous les yeux. Il m'a dit qu'il avait un certain nombre de réseaux qui étaient appuyés et qui étaient derrière lui coûte que coûte. Mais la franc-maçonnerie n'est pas un fantasme. Hein. La franc-maçonnerie est un réel pouvoir parallèle dans lequel, à l'abri des regards, on deal, on se rapproche et on se protège, on s'aide. Et tout ça n'est pas du tout un fantasme de complotiste. Hein. Il voulait que vous nous parliez plus en détail de cette secte, si vous aviez cette secte. Alors, Obédience, pardon. Oui. Memphis Misraïm, je peux en dire deux mots. D'abord, c'est un des rites les plus magiques en franc-maçonnerie, des plus sulfureux. Mm-hmm. Par exemple, à l'initiation, la personne, elle est enchaînée, traînée par terre, voilà. Donc c'est assez, terrifiant. Vous savez, je parlais tout à l'heure de promesses, d'engagement que l'on fait en franc-maçonnerie. Alors, je montre dans le livre Secret maçonnique qu'en fait, on part d'un engagement, d'une prestation de serment. Alors, les serments sont répétés régulièrement. Enfin, moi, j'ai comptabilisé rapidement, j'ai dû prêter serment de garder le secret à peu près un demi-millier de fois quand même. Hein. Ça fait pas mal. Eh bien, généralement, alors j'explique qu'on passe du serment au pacte. Quand on rentre dans les hauts grades, à un certain moment, on en est au pacte. Voilà, à l'alliance et au pacte. Le pacte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas défaire. Mm-hmm. Et au rite Memphis Misraïm, le serment est signé avec son sang, avec son propre sang. Donc ça rappelle quand même l'engagement de Faust vis-à-vis du démon. Hein. Oui. Je précise que Berlioz était franc-maçon. Ouais. Voilà, Gounod aussi, si je ne me trompe pas. Donc, les deux qui ont écrit le livret de Faust étaient francs-maçons. Voilà. Alors, et puis quand vous dites en plus un pacte, on ne peut pas le défaire, ça fait penser pacte avec le diable, ça fait beaucoup de choses qui font penser au côté négatif et pas à quelque chose de positif. Tout à fait. Et alors, Memphis Misraïm est un rite qui est arrivé à Narbonne, précisément, d'après ce que j'ai lu, et qui a été amené par des officiers de Napoléon lors de la campagne d'Égypte et qui se sont inspirés de doctrines égyptiennes, justement, et qui ont constitué ce rite. Et en fait, il est fondé sur l'hermétisme égyptien, c'est-à-dire les secrets des prêtres égyptiens, et la doctrine de, me semble-t-il, Cagliostro, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas, ou Balsamo, je ne sais plus, c'est un occultiste et magicien du XVIIIe siècle. D'accord. Donc on comprend que c'est un rite un peu sulfureux. Mais les francs-maçons lyonnais expérimentent d'autres phénomènes, comme l'hypnose. Ce sont les sommeils magnétiques.
Villermoz et ses amis notent scrupuleusement ce que des jeunes femmes endormies murmurent pendant leur sommeil. Mysticisme et rationalisme, érotisme peut-être aussi. À la même époque, par un de ses proches, Villermoz reçoit communication de cahiers sur lesquels sont consignés des récits exprimés dans un langage extraordinairement étrange, et son correspondant veut en taire l'origine. Il dit que tout cela est transmis par un agent inconnu. Une forme d'écriture automatique bien avant les poètes surréalistes. L'agent inconnu était la sœur d'un franc-maçon lyonnais, Madame de Vallière. Dans sa demeure des environs de Lyon, elle aurait été en communication avec des entités mystérieuses. Ce qu'on peut dire, c'est que eux, l'objet de leur quête, il était clair. C'était une sorte de salut par le contact avec la divinité. Maintenant, comme souvent, en faisant des tas d'expériences de tas de choses, ils ont rencontré des tas d'autres choses. Et de ce point de vue-là, ils ont peut-être été les précurseurs de la découverte de l'inconscient ou de la découverte de dimensions obscures de l'homme. Ce bouillonnement lyonnais attire encore d'autres personnalités étranges. Cagliostro, le Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, arrive à Lyon en 1785. Écarté par Villermoz, il séduit les frères d'une autre loge, la Sagesse, qui donne naissance à la Sagesse triomphante. Elle s'installe dans le quartier des Brotteaux. La villa de Morand est aménagée en conséquence. Dans cette loge, Cagliostro fonde son nouveau système maçonnique, d'inspiration égyptienne, ouvert aux hommes et aux femmes. Cagliostro se prévalait de titres de grand coft.